Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour de la réforme du dialogue social. Focus ce soir sur un article qui a été discuté hier soir au Sénat, l'article 19 bis qui reconnaît le burn-out comme maladie professionnelle. Cela a été un amendement qui a été rajouté par l'Assemblée nationale, mais le Sénat, lors de l'examen en commission, a supprimé cette disposition. Il a continué à supprimer cette disposition également hier soir en séance publique. En effet, les sénateurs estiment certes que le burn-out est en augmentation en France, mais ils pensent aussi que le burn-out n'a pas pour seule cause des causes professionnelles, qu'il peut également y avoir des causes personnelles annexes. Également, ils estiment qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir correctement à la question avec cet amendement qui a été rajouté par l'Assemblée nationale et ils préfèrent donc renvoyer cette large question des maladies psychiques professionnelles à la loi santé, loi qui sera examinée par le Parlement et débattue en séance publique au mois de septembre. Tout de suite donc, retour à la séance hier soir au Sénat. Nous passons à l'article 19 bis qui avait été supprimé. Madame David, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Rapidement sur cet article 19 bis qui traite de la préservation de la santé au travail, je voudrais m'exprimer sur les amendements qui ont été déposés sur le burn-out par nos collègues socialistes et écologiques et qui reprennent l'amendement déposé par Benoît Hamon à l'Assemblée nationale. Cette reconnaissance, demandée donc dans les amendements, serait un premier pas vers la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies d'origine professionnelle. En tant que première avancée, nous serons donc favorables à ces amendements. Cependant, mes chers collègues, vous ne pouvez pas d'un côté prétendre vouloir faire avancer les droits à la santé des salariés lorsque de l'autre côté vous supprimez, en tout cas vous fusionnez, les CHSCT dans les délégations uniques du personnel. Cette contradiction est d'autant plus forte que, comme nous l'avons rappelé, vous réduisez le rôle et l'importance du médecin du travail dans les entreprises. C'est la démonstration que vient de faire mon collègue Dominique Vatrin. Alors certes, avec ces amendements, il s'agira d'une avancée que nous voterons, mais d'une avancée dans un océan de recul pour les salariés. Merci Madame David. 3 amendements identiques. Le 66 qui va être défendu par Monsieur De Cessar. Vous avez la parole, mon cher collègue. Cet amendement vise à rétablir une des avancées du présent projet de loi, un amendement commun des députés socialistes et du gouvernement voté par l'Assemblée nationale, à savoir la reconnaissance de burn-out comme maladie professionnelle. Aujourd'hui, à l'heure de la performance, des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre, la pathologie physique devient de plus en plus psychique. Si la définition de burn-out relève du domaine médical, et je sais qu'un important débat a lieu sur cette question, il est toutefois de notre responsabilité en tant que parlementaires de prendre une décision politique afin d'affirmer clairement qu'un modèle productif qui atteint les travailleurs au plus profond de leur être n'est pas acceptable. Pour ce faire, 2 solutions s'offrent à nous. On peut d'une part inscrire le burn-out dans les tableaux des maladies d'origine professionnelle et ainsi financer la prévention et la réparation par le biais d'une contribution AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle, reposant principalement sur l'employeur. Cette solution apparaît comme la plus pérenne, mais elle nécessite un véritable dialogue social sur cette question. Voilà pourquoi nous vous proposons plutôt, comme cela a été fait à l'Assemblée nationale, de reconnaître le burn-out en dehors du tableau des maladies professionnelles par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est en effet possible aujourd'hui pour les personnes concernées de faire reconnaître leur maladie auprès de ces comités dès lors qu'ils dépassent un certain seuil d'incapacité défini par décret. Ce seuil est aujourd'hui trop haut, 25%. À titre d'exemple, un ouvrier qui perd sa main sur un chantier atteint à peine le taux de 20%. C'est pourquoi nous laissons latitude au gouvernement pour redéfinir la procédure et les modalités de traitement par décret. La démarche proposée par les députés et le gouvernement et à laquelle nous nous associons est souple, aisée à mettre en œuvre. Elle permettra d'initier la prise en compte d'une affliction qui touche de plus en plus nos concitoyens. Merci Monsieur De Cessar. Le 108 rectifié est identique. Il est défendu. Je vous en prie. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues,
La structure nouvelle du monde du travail avec la fin des grandes unités de production, le rythme de travail, les horaires excessifs, la mise en concurrence de tous contre tous, les objectifs souvent inatteignables et de plus en plus élevés, les exigences de rentabilité toujours plus grandes créent des conditions de travail génératrices de stress et d'angoisse. Seuls les risques de nature physique ont été pris en considération pendant longtemps. Aujourd'hui, ces nouvelles conditions de travail ont abouti à l'émergence de risques psychosociaux dont on a pris conscience et qui génèrent parfois des syndromes d'épuisement professionnel dits burn-out. L'opinion a été alertée par des suicides survenus dans des bureaux d'études ou des grandes entreprises à la suite de réorganisations menées parfois brutalement. Il n'est d'ailleurs pas indifférent que ces syndromes de burn-out se soient manifestés dans cette catégorie d'entreprises où les méthodes de gestion du personnel les plus innovantes, parfois les plus inhumaines, sont mises en œuvre. Ces éléments ont été remarquablement analysés par nos collègues Gérard Deriot et Jean-Pierre Godefroy dès leur rapport de 2010 sur ce sujet. Concrètement, le problème est que toutes les personnes n'ont pas la même sensibilité à ces mutations des conditions de travail et à ces méthodes de management. De plus, le burn-out peut être, mais pas toujours, multifactoriel. C'est pourquoi il n'est aujourd'hui toujours pas inscrit au tableau des maladies professionnelles. Pour autant, il est avéré que certaines pathologies psychiques ont une origine professionnelle. Nous souhaitons donc que ces pathologies puissent être prises en compte comme maladies professionnelles dans les conditions prévues par l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Cela suppose que dans chaque cas, la maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle ait entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente. La caisse primaire reconnaîtra alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Bien entendu, cela ne dispense pas, et bien au contraire, d'une démarche de prévention en direction des entreprises avec l'implication des services de santé au travail. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Le 274, identique aussi du gouvernement. Il est défendu? Il est défendu? Monsieur le ministre, il n'y en a qu'un ici, oui, mais... Excusez-moi, j'avais un moment d'appel. Non, je ne suis pas encore frappé par le syndrome d'épuisement professionnel. Et donc, c'est pour ça que l'amendement du gouvernement, qui complète les deux amendements qui viennent d'être présentés par Mme Riocreux à l'instant, il vise à revenir sur, Madame la rapporteure, la suppression par la Commission des affaires sociales du Sénat de la pleine reconnaissance des pathologies psychiques, en particulier le syndrome d'épuisement professionnel, par des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui a été introduite par l'Assemblée nationale. En effet, il y a eu un long débat. Les maladies psychiques qui sont liées au travail, et en particulier ce syndrome d'épuisement professionnel, sont une réalité que personne ne peut nier. Ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, si vous vouliez le nier, ce fait, les médias seraient là pour vous rappeler tous les matins que c'est un vrai sujet d'actualité. L'intensification des rythmes de travail, des exigences qui peuvent peser sur les salariés, doivent nous inciter, en tous les cas, à œuvrer pour une meilleure prise en compte, reconnaissance de ces pathologies et de leur lien à vérifier avec les conditions de travail de ces salariés. Et donc, il est essentiel quand même que ces pathologies soient reconnues, mieux reconnues, d'autant plus qu'il s'agit là, en l'occurrence, de pathologies complexes, très complexes, qui ne rentrent pas nécessairement dans ce que le Code du travail a appelé de manière classique les maladies professionnelles. Nous en sommes parfaitement d'accord. Et donc, je crois que la bonne entrée sur ce sujet, ou la bonne voie, c'est de permettre une reconnaissance de ce syndrome d'épuisement professionnel par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc on renvoie aux comités régionaux. D'ailleurs, c'est le sens de l'article 19 bis du projet de loi que le gouvernement propose de rétablir par amendement. Je pense que ça serait un progrès important dans la reconnaissance, alors on va dire les choses autrement, du burn-out. Le gouvernement va proposer d'autres mesures qui ne relèvent pas de la loi, mais qui vont dans le même sens. La composition des comités qui seront appelés à se prononcer sur la reconnaissance de ce syndrome, notamment, sera revue pour intégrer des médecins psychologues quand sont examinés des cas potentiels de burn-out.
La priorité absolue, je l'ai dit tout à l'heure, la priorité absolue, c'est le renforcement de la prévention. C'est pourquoi l'élaboration d'un grand plan de santé au travail a été lancée avec un fort consensus, je l'ai dit tout à l'heure, entre les partenaires sociaux sur les orientations. Et je voudrais le faire à nouveau, saluer ici même leur investissement et l'importance de leur contribution. Parallèlement, j'ai installé au mois de février de cette année un groupe de travail spécifique sur ce syndrome, sur le burn-out, sur ce syndrome, qui a produit un guide, un document de prévention, un guide de prévention d'une grande qualité à destination des acteurs de l'entreprise. Les partenaires sociaux ont salué largement la qualité de ce guide dans un avis qu'ils viennent tout juste de rendre. Ils insistent, et ils ont raison de le faire, sur l'aspect central de la prévention en matière de burn-out, et ils sont pleinement mobilisés sur ce sujet. On ne peut pas considérer le syndrome d'épuisement professionnel comme une maladie comme les autres, maladie professionnelle comme les autres, parce que la reconnaissance de qualité de maladie professionnelle au sens du Code du travail, c'est quelque chose qui est lié au poste de travail. Or, bien évidemment, d'autres facteurs peuvent entrer en compte dans la prise en compte de ce syndrome d'épuisement professionnel. C'est pour cela que l'approche est difficile et qu'il vaut mieux privilégier, d'où l'idée de ce guide de prévention, la prévention. Voilà le sens de l'amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Avis de la Commission sur ces trois amendements identiques, Madame la rapporteure. Comme Monsieur le ministre l'a rappelé, l'article 19 bis tel qu'il est issu du texte de l'Assemblée est issu de modifications apportées par le gouvernement qui consacre au niveau législatif les pathologies psychiques dans l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. Il laisse, mais vous l'avez dit, Monsieur le ministre, le gouvernement définir par décret ces pathologies. Le président Millon s'est expliqué tout à l'heure et il a des compétences médicales que je n'ai pas. Je veux simplement dire que la Commission a émis un avis défavorable à ces amendements de rétablissement, et aussi pour une deuxième raison, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a à l'heure actuelle les auditions sur la loi santé. Il semble que ça suppose un petit peu plus de réflexion, en tout cas dans la rédaction, que le temps que nous n'avons pas eu d'ailleurs au Sénat sur tout cet article, ce qui renforce l'avis défavorable de la Commission. Merci, Madame la rapporteure. Je n'ai pas de demande. Si, Monsieur Gabriel, je vous en prie, Monsieur Gauthier, vous avez la parole. Pardon, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, ayant été à l'origine de cette suppression de ce que vous voulez rétablir, donc je dois quelques explications. Il n'est pas question de nier que le surmenage ou l'épuisement au travail puisse exister. Mais de là à aller à un concept burn-out, pathologie psychique qui semble assez difficile peut-être à cerner et à mesurer précisément et dont les causes sont souvent multiples, avec une répartition d'origine, raison bien sûr personnelle, raison familiale, raison sentimentale, fragilité de la personnalité et raisons professionnelles qui peuvent effectivement exister. Il est difficile de faire la part de chaque origine, il sera sans doute difficile et je ne vois pas comment je dirais les comités régionaux de reconnaissance de maladies professionnelles, même avec des expertises de psychologues ou de psychiatres, arrivons effectivement à déterminer si la raison essentielle, et cela peut exister dans certains cas, je le reconnais, la raison essentielle est d'origine professionnelle. Il y a à côté de cela, et je ne voudrais pas qu'on le compare, des maladies professionnelles évidentes et malheureusement irréversibles. Il semblerait que le burn-out, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai lu, soit plutôt un état temporaire et non pas un état définitif. Et dans la mesure où c'est un état temporaire, peut-on le qualifier de maladie professionnelle, semble-t-il.
hein. Donc je crois qu'il faut éviter d'introduire et d'allonger la liste des maladies professionnelles en dehors de celles qui sont évidentes, dues effectivement au poste de travail, dues à l'inhalation de certains produits, à l'amiante et à d'autres, un certain nombre de choses qui paraissent évidentes et qui ont un caractère physique, puisque là on rentre dans des choses qui sont, je dirais, psychiques, donc des fois un petit peu plus irrationnelles. On a d'ailleurs en avant-garde, et ce sera peut-être un prochain débat, c'est le bore-out qui arrive. Je n'ai pas lu, mais certains collègues m'ont fait part d'articles. C'est l'ennui au travail, je dirais, qui pourrait être une nouvelle pathologie dans la mesure où le travail d'une personne ne serait pas suffisamment valorisant et donc elle ne travaillerait pas suffisamment. Il y a toute une thèse qui est développée là-dessus. Donc on peut continuer, mais pour être plus sérieux et plus concret, je pense que la plupart des maladies existantes, y compris des maladies cardiovasculaires, peuvent avoir une part d'origine professionnelle. Mais ce n'est pas une raison pour faire porter, je dirais, tout le mal-être de notre société à l'entreprise, parce que je crois qu'il y a là un mauvais service rendu à la notion de travail et à la notion d'entreprise, sans méconnaître le problème que cela peut poser. Donc je demande, si j'ai demandé la suppression de l'amendement d'origine qui figurait dans le texte qui est arrivé au Sénat, c'est plus par précaution et c'est pas par négation, je dirais, de situations qui peuvent exister. Donc voilà. Alors il ne faut pas que dans les amendements de suppression on relève une forme de stigmatisation du travail et de l'entreprise, même si certaines entreprises, par leur méthode de travail, je dirais, peuvent conduire à des états dépressifs. Mais je pense que ceux dont on devrait tenir le plus compte et qui mériteraient le plus d'attention ne sont pas les gens qui sont au travail, sont les gens qui ont des raisons réelles de déprime lorsqu'ils n'ont pas d'emploi. Merci, Monsieur Gabouty. La parole est à Monsieur Savary pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais remercier les explications du docteur Rebsamen, parce que véritablement, les explications par rapport à ce burn-out ont été des explications d'ordre médical, ce qui nous fait quand même, là aussi, nous rejoindre en pensant que c'était vraiment un problème de santé et que ça doit être réglé dans le cadre notamment de la loi santé, pour lequel il y a déjà un certain nombre d'articles qui sont là, on n'est plus un après. Ça mérite d'être étudié de façon un peu plus profonde. Sur l'amendement proposé notamment par M. de Cessart, je dis la souffrance psychique générée par le monde du travail. Mais quand on analyse de façon un petit peu plus fine tout cela, on voit bien que ce n'est pas aussi simple que cela, parce que sinon nous aurions déjà trouvé les solutions. Moi j'avoue, je me suis penché sur ce problème, hein, en tant qu'on peut cumuler, c'est comme ça, responsable d'un exécutif avec près de 2000 personnes, et quand on fait le bilan social, obligatoire, mais très intéressant de se pencher, pour voir les causes notamment d'arrêt maladie, avec un certain nombre de problèmes liés effectivement à une ambiance au travail, pour lequel, et je vous rejoins là-dessus, pour lequel véritablement il est important de prendre des mesures de prévention. Parce qu'on détecte un petit peu ça quand on analyse un peu plus finement, et on voit bien que c'est toujours en rapport avec certains. Il y a dans ces affaires-là de difficultés au travail, il n'y a pas que le comportement d'un individu, c'est le comportement de plusieurs individus qui font que l'ambiance est telle que certains n'arrivent plus à vivre correctement leur activité de travail. Maintenant, quand je regarde ça sur le plan médical, et quand on est confronté à ces gens qui ont des problèmes psychologiques en rapport notamment avec leur travail, on voit bien que dans plus de la moitié des cas, il n'y a pas que le problème de travail, il y a aussi une ambiance familiale, des difficultés qui font que accumuler ces différentes causes conduisent à effectivement ce que l'on peut appeler un épuisement au travail à travers le terme français, mais au burn-out, qui ne parle d'ailleurs pas de travail, mais burn-out, c'est-à-dire l'impression d'incompréhension dans un certain nombre de cas. Parfois, c'est une pathologie sous-jacente. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer ça avec des problèmes cérébraux, de tumeurs cérébrales, qui faisaient qu'il y a un comportement au travail, etc., qui était tel qu'on arrivait, à travers effectivement ces difficultés comportementales, de faire
une analyse qui pouvait conduire à des pathologies autres qui n'avaient rien à voir en fait avec le travail. Donc c'est un sujet, me semble-t-il, particulièrement compliqué qui mérite qu'on s'y penche de façon plus précise avant d'introduire cela comme une imputation au travail avec des répercussions sur l'entreprise, une pénalisation donc financière derrière des entreprises, parce que plus vous avez d'accidents au travail, une maladie professionnelle déclarée, plus vous avez un taux de cotisation pour les entreprises importantes, alors que ce n'est pas aussi évident que ça pour imputer directement cette pathologie au travail. Donc je rejoins la conclusion de M. Gabouty. On est souvent confronté également au burn-out ou au comportement dépressif d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas de travail. Hein. Et véritablement, il faut se pencher également sur tout cela, parce que imputer cela au travail, je ne suis pas sûr que ça aide à comprendre ceux qui n'ont pas de travail, hein, à l'évolution sociétale par rapport à cela, puisque le but est véritablement, à travers une loi sur le dialogue social, de faire en sorte que tout le monde puisse s'épanouir dans du travail, à condition de pouvoir en fournir. Monsieur Savary, la parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je ne voterai pas ces amendements pour diverses raisons. Il y en a qui viennent d'être évoquées. Simplement, on parle de pathologie psychique. Il faut savoir qu'il y a une définition qui existe aussi, qui sont les troubles psychiques. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça entre dans cette pathologie globale? Première interrogation. On a fait un paquet pathologie psychique. D'autre part, l'autre problème qui va se poser inévitablement, s'agit-il d'une pathologie psychique ou psychiatrique? Parce que la délimitation est très délicate, et je peux vous dire que c'est l'objet de discussions approfondies, de savoir si c'est un trouble psychiatrique qu'on pourrait acquérir au travail, ou si c'est simplement un trouble psychique. Donc ça, c'est un problème. En plus de ça, vous le savez, tout le monde le sait, on parle souvent de pathologie psychosomatique. Alors, comment va-t-on s'y retrouver là-dedans, de faire un énorme package pathologie psychique? On va faire rentrer, je ne sais pas, au moins 200 ou 300 symptômes qui pourraient être évoqués dans ce domaine. Donc, je crois que c'est assez compliqué. D'autre part, c'est un problème qui risque de poser problème au salarié lui-même, parce qu'on peut avoir des troubles psychiques et entrer dans une entreprise, travailler dans une entreprise, mais à ce moment-là, je pense que les employeurs vont se trouver dans une situation, c'est de demander quel est l'état psychique de chaque salarié qu'ils vont embaucher pour éviter d'avoir, à un moment donné, qu'on vienne reprocher, dire voilà, j'ai une pathologie psychique qui était acquise. Je crois que ça part d'un bon sentiment. Moi, je suis bien d'accord qu'à un moment donné, il faut reconnaître ce problème-là. Mais vous savez, la limite n'est pas facile à discerner. Vous savez, voilà, je crois qu'il faut absolument travailler cette question, et peut-être que la loi de santé que nous allons en train d'étudier, c'est un vaste domaine. Il y a eu des rapports du Sénat sur le problème de la santé mentale. Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales le sait bien. On entre dans un domaine, on ouvre véritablement quelque chose qui sera impossible à contrôler. Donc je ne voterai pas, non pas pour être contre le fait qu'éventuellement on puisse reconnaître une origine professionnelle à des troubles, qu'ils soient psychiques, psychiatriques ou psychosomatiques, mais cet amendement me paraît trop généraliste et pas assez précis. Madame Génisson pour explication de vote. Non, mais merci Madame la Présidente. Non, mais je pense que le sujet est très complexe. Il est très complexe, il est très compliqué. Il est, contrairement, comme l'a dit notre président de commission, il est sans doute plus rare qu'on ne le pense, mais néanmoins il existe. Notre collègue Gilbert Barbier vient de faire une démonstration intéressante sur la différence que l'on peut trouver entre les troubles psychiques et les problèmes psychiatriques. On a quand même connu une situation absolument dramatique avec un commandant de bord qui, si on avait étudié mieux son cas médical et son cas médical au travail,
aurait peut-être évité la mort de combien? Non, ce n'était pas un burn-out, mais on a parlé actuellement de troubles psychiques et de problèmes psychiatriques. Oui, mais il y a quand même, nous devons quand même, y compris en médecine du travail, ne pas nous contenter d'examiner la situation physique d'une personne par rapport à un poste de travail, mais également toute la personnalité de la personne par rapport à ce poste de travail. Je crois que c'est vraiment un sujet important. Et d'ailleurs, les médecins du travail que nous avons auditionnés pour l'examen de la loi santé nous l'ont dit avec force. Je pense qu'on ne peut pas dire que parce que le sujet est difficile qu'il ne faut pas le traiter. Et on ne peut pas non plus dire qu'il y a bien évidemment les gens qui travaillent qui peuvent être éligibles au burn-out, mais il y a également, et c'est vrai, les troubles psychiques, voire psychiatriques, des personnes qui sont en recherche de travail, ce qui est également un vrai sujet. Moi, j'avoue que je suis assez, perplexe, non pas par rapport au sujet à traiter, mais par rapport à l'amendement, alors même qu'on ne peut pas dire non plus parce que c'est complexe et que c'est difficile, on le traitera toujours après. J'ai envie de dire que, bon, Monsieur le ministre, vous le proposez dans ce texte sur le dialogue social. Peut-être ma déformation professionnelle fait que je considère qu'il a aussi sa place dans la loi de santé publique. Voilà. Je n'ai plus de demande d'explication de vote, donc je vais mettre aux voix ces 3 amendements identiques avec un avis défavorable de la Commission, un avis favorable bien sûr du gouvernement puisqu'il est dans les 3 amendements. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. L'article 19 bis reste donc supprimé. Nous arrivons à l'article 19 ter avec une demande de parole de Monsieur Vatrin. Oui, Madame la Présidente, pour rappeler que nous n'avons jamais été au groupe CRC des fans du compte pénibilité, une façon en quelque sorte de faire passer plus facilement à la dernière réforme des retraites, c'est-à-dire le recul progressif de l'âge de la retraite à 62 ans. Dès le départ, nous avons souligné ces effets limités, le départ des plus âgés à 61 ans et des plus jeunes postulants dans le cadre des 100 points du compte pénibilité, au mieux à 60 ans. Nous avons dit dès le début que ce système ne permettait pas une véritable prise en compte de la pénibilité. Une question pourtant essentielle du fait de l'intensification de la productivité, du développement des maladies professionnelles, liées bien souvent à la recherche maximale du profit. Nous avions proposé au groupe CRC une toute autre piste, le départ anticipé à la retraite pour tous les salariés ayant exercé des métiers pénibles. Finalement, c'est tout le contraire qui a été fait, avec le compte pénibilité, un système à la fois compliqué et limité. Ces limites sont d'ailleurs tellement évidentes que le gouvernement nous propose à l'article 19 sexis de revoir drastiquement à la baisse la surcotisation pour les entreprises dont les salariés sont exposés aux facteurs de pénibilité en faisant passer le taux de 0,3 à 0,1% et le taux de 0,6 à 0,2 en cas de polyexposition. Rappelons que la loi sur les retraites du 18/12/2013 prévoyait entre 0,3 et 0,8% pour un facteur de pénibilité. On ne peut pas acter plus clairement des reculs. En réalité, on le sait, le gouvernement a été soumis dès le départ aux pressions du MEDEF et force est de constater qu'il cède sur tous les fronts. Monsieur Valls a d'ailleurs parlé d'adresser un message de confiance aux entreprises. Au nom de la simplification, il reporte l'application de 7 facteurs d'exposition sur 10. Il baisse la participation patronale et, cerise sur le gâteau, pour le MEDEF, il supprime la fiche individuelle d'exposition. À ceux qui pourraient nous faire passer pour des adeptes de la surenchère ou des maximalistes, je voudrais ici rappeler ceci. Depuis la loi du 9 novembre 2010, le Code du travail, article L. 4121-3.1, mentionne que l'employeur doit consigner dans une fiche les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue, les mesures de prévention mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs. Or, à ce jour, les employeurs n'ont aucunement répondu à cette obligation puisque ces documents n'existent toujours pas dans de nombreuses entreprises. Ceux-ci prétendent se préoccuper de la pénibilité, mais refusent la plupart du temps d'assurer la traçabilité des expositions subies par les travailleurs pour faire valoir leurs droits. Voilà la réalité. Or, la traçabilité, c'est bien la question essentielle. Pour faire d'abord de la prévention, pour recenser les postes
pathogènes et postes de travail et obliger les employeurs à les transformer. Car le but premier, c'est bien d'éviter l'altérité de la santé au travail. Plutôt que de reculer sans cesse, le gouvernement serait donc mieux inspiré de retravailler cette question de la traçabilité. En 1947, ce sont les CRAM et les CARSAT qui ont été chargés sans succès de cette tâche. Depuis 2011, les services de santé au travail, mais sans moyens. Voilà toutes les raisons qui nous feront voter contre cet article. Merci. La parole est à Monsieur Cadic pour 2 amendements identiques, ou Monsieur Canevet. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Ce chapitre premier qui transforme l'élaboration des fiches de prévention en déclaration, on voudrait qu'il ne conduise pas les entreprises à devoir avoir plus de travail, et nous souhaitons une simplification pour les entreprises. Et donc nous proposons que, à l'alinéa 5, où on évoque la déclaration, il soit stipulé que cette déclaration soit effectuée annuellement. Ceci permettrait d'éviter un surcroît de travail pour les entreprises. Merci, mon cher collègue. Le 285 rectifié, Monsieur Lemoine. Oui, il a été parfaitement. Il rejoint l'amendement précédemment présenté. On voit bien que les entrepreneurs doivent faire face à un certain nombre de déclarations plus ou moins récurrentes. On pense par exemple à la télédéclaration TVA pour les artisans, c'est chaque mois, et mine de rien, voilà, ça prend du temps et c'est pas toujours au cœur du métier de ces artisans, de ces chefs d'entreprise. Et donc, voilà, dans le souci effectivement de faire en sorte de ne pas alourdir toutes ces déclarations, l'idée est bien de préciser qu'elle se fait une fois dans l'année, annuellement. Voilà. Avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur ces 2 amendements identiques. Merci. Tout d'abord, le rapporteur veut rappeler que le Sénat et la majorité sénatoriale sont satisfaits d'avoir été entendus et de voir que la fiche individuelle de pénibilité a été supprimée. S'agissant des 2 amendements identiques qui ont été présentés, ils portent sur le caractère annuel de la déclaration d'exposition à des facteurs de pénibilité. La déclaration se fera dans le cadre de la DSN, des déclarations sociales nominatives, auprès de la CARSAT ou de la CNAV, en Île-de-France, ou d'une caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. Mais la DSN est mensuelle et la fiche d'exposition annuelle par rapport à l'amendement. Donc, par rapport à cette dualité, j'aimerais savoir quel est l'avis du gouvernement, puisqu'on n'a pas pu émettre d'avis compte tenu de cette situation. Merci, Madame la rapporteure. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Pardon, l'avis du gouvernement. Je l'ai vous oublié, Monsieur le ministre. Et vous aussi, d'ailleurs, vous avez oublié. Avis du gouvernement. C'est sûr, ça se voit. Oui, des fois ça m'arrive. Donc là, je reprends pour qu'on soit bien au clair entre nous. On est sur les articles, l'article 19 ter et les amendements 19 et 20 rectifiés de M. Cadic et le 285. Le 285 oui, rectifié. 19 et 20 rectifiés de M. Cadic. Alors, il n'est pas encore pris, d'accord, ok. On le verra après. Donc c'est le 19 et le 285 rectifiés. C'est le même amendement. Bon, alors ça a été un long combat de simplifier la fiche de pénibilité. Parce que la pénibilité, c'est une longue histoire. Je ne veux pas vous la raconter, mais des fois j'ai envie, parce que je la raconte quand même, parce que ceux qui sont les plus critiques sur le dispositif sont ceux qui l'ont mis en place. Et donc, en 2003, non, c'est juste, je jette les bases. 2003, vous le connaissez, réforme des retraites, M. Fillon, accord avec une organisation syndicale importante et donc prise en compte première de la pénibilité. Renvoi aux partenaires sociaux. 2008 est posé sur la table le principe de la pénibilité. Il n'est pas acté par les partenaires sociaux, il ne se sait pas.
Et la fiche pénibilité continue son chemin. Elle est validée définitivement dans le cadre de la prévention, je le dis bien, par le ministre du Travail en novembre 2011, qui crée la fiche individuelle de pénibilité avec les 10 facteurs tels qu'ils sont définis. Et donc, c'est repris par l'actuel gouvernement dans sa complexité, je le dis bien, à l'occasion de la réforme des retraites. C'est la même histoire qui se continue. Et moi, je considère depuis le début que pour que la pénibilité puisse être prise en compte, parce qu'il faut prendre en compte la pénibilité, on aurait pu appeler ça autrement, hein, mais enfin, puisqu'il faut prendre en compte la pénibilité, eh bien, il faut que ça soit compréhensible et que ça ne soit pas une tâche compliquée, insurmontable pour les petites et moyennes entreprises. Alors, pour le coup, on se rejoint. Enfin, pour ceux qui sont là aujourd'hui, parce que quand même, c'est les mêmes qui avaient voulu faire la complexité avant. Donc, je propose la suppression de la fiche individuelle d'entreprise pour le suivi des 6 facteurs qui restent à mettre en œuvre, puisque vous savez qu'il y en avait 10. Donc, c'est assez simple. À partir de là, il n'y aura qu'une déclaration annuelle qui sera faite par l'entreprise, parce que il faut que ça soit simple, compréhensible par le salarié, opposable, et donc on renvoie aux branches pour l'accord, et donc l'entreprise n'aura, on a vérifié avant, qu'à tout simplement déclarer l'état pour le salarié, donner les facteurs une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Et pourquoi alors je m'opposerai à la phrase, enfin, à l'ajout de l'adverbe annuellement? Tout simplement parce que il pourrait y avoir, au terme de l'année civile, dans le cadre d'un contrat qui aurait été passé en cours d'année, la fin du contrat. Et à ce moment-là, c'est pas forcément annuellement, c'est à la fin du contrat. C'est la seule explication, mais sinon on pourrait se rejoindre. Je dis donc que cette précision proposée est inutile et pourrait complexifier la vie des entreprises. Merci, Monsieur le Ministre. Madame le rapporteur. J'avais demandé l'avis du gouvernement. Je propose effectivement soit le retrait, soit effectivement un sous-amendement, mais sinon le retrait. Monsieur Canevet, vous retirez votre amendement ou vous le maintenez? J'ai pas compris. Donc vous le maintenez? Non, ma question c'est vous. Vous retirez vous gardez votre. Il est retiré, ils sont retirés. Le 20 rectifié, Monsieur Canevet. Madame la Présidente, c'est concernant l'alinéa 15 qui vise expressément les travailleurs détachés non affiliés à la sécurité sociale en France, et on souhaitait que ceci soit précisé dans le texte de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. L'avis de la Commission est qu'effectivement le gouvernement doit nous expliquer pour que ça soit clair. Monsieur le Ministre, avis du gouvernement pour que ce soit clair? Oui, je comprends bien le sens de cet amendement. C'est vrai que les travailleurs détachés ne peuvent pas effectivement acquérir de droits dans le cadre du compte pénibilité. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a des fonctionnaires qui bénéficient d'autres modalités de prise en compte de la pénibilité. Il y a des salariés de droit privé. Pourtant, s'ils ne bénéficient pas de points, puisqu'ils n'ont pas de points retraite pour, de gains de points, soit pour la formation, soit pour la prise en compte de mois, de trimestres de retraite, il est important que leur exposition à la pénibilité soit connue de façon à améliorer pour eux aussi le suivi de leur état de santé sur le long terme. D'ailleurs, dans la lutte contre le travail détaché non déclaré, la prise en compte du salarié, le respect des conditions de travail, de sécurité et de protection du salarié détaché est prise en compte. Donc, moi, je pense que votre demande de précision, que je comprends, pose un problème au niveau européen et consisterait à écarter une partie des salariés visés par cette disposition. Elle ne crée pas de droit, mais je pense que les écarter a priori n'est pas conforme à l'esprit qu'on se fait de la prise en compte de la santé des travailleurs détachés déclarés. Je dis bien déclarés, puisque les autres, malheureusement, on ne les connaît pas. Ou on les connaît qu'après avoir constaté le fait qu'ils étaient sur un lieu de travail de manière non déclarée. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Canevet, vous le retirez.
Je mets donc aux voix l'article 19 ter, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Mes chers collègues, je consulte l'Assemblée pour vous proposer de prolonger la séance jusqu'à minuit et demi, si vous en êtes d'accord. C'est bon pour tout le monde? Donc nous... Vous n'avez pas atteint le burn-out, monsieur de Cessart, alors tout va bien. Donc il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. 7 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Monsieur Canevet pour le 21 rectifié et il y aura ensuite identique pour le 286 rectifié. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Sur 3 alinéas de cet article 19 quater, on propose, considérant que l'élaboration de référentiels de branche ne peuvent se résumer au classement des salariés par métier, sauf à accepter la création de nouveaux régimes spéciaux, et donc on propose de retirer la spécificité par métier. Monsieur Canevet, amendement identique, Monsieur Lemoine, il est défendu. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, donc voilà, il s'agit effectivement, dans cet article 19 quater, d'enlever cette référence au métier pour garder la référence aux situations de travail ou au poste. Je m'explique. L'idée, si vous voulez, des auteurs de l'amendement, c'est d'éviter de stigmatiser tel ou tel métier, car on sait qu'on a un certain nombre de métiers dans le secteur de l'artisanat, effectivement, où parfois c'est un peu dur, qui ont du mal à trouver, à recruter. D'ailleurs, c'est un des sujets de notre marché du travail, avec, je crois, 500 ou 600 000 offres d'emploi qui ne sont pas satisfaites, qui existent, qui sont là. Et naturellement, l'attractivité des métiers est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Donc c'est vrai que faire référence dans le texte de loi sur ces dispositions pénibilité à la notion de métier ne paraît pas forcément la meilleure chose compte tenu de ce contexte. J'ajoute que l'article 19 quater, comme l'explique très bien Madame le rapporteur dans son rapport, page 157, cet article transpose la recommandation numéro 5 du rapport du député Christophe Sirugue, qui était missionné sur ce sujet. Et, pardon ? Oui, tout à fait. Je faisais référence au bourguignon des deux, et qui précisait, et donc je lis la recommandation numéro 5 du rapport Sirugue, qui ne fait pas référence à la notion de métier, justement. Dans sa recommandation numéro 5, il parle bien de préciser dans la loi que des accords de branche étendus ou des référentiels professionnels, c'est ça ce dont on parle, homologués par les ministères, peuvent déterminer l'exposition des travailleurs aux facteurs de pénibilité au regard des seuils précisés dans le décret, à partir de situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle. Donc il n'y a pas de trace des métiers dans le rapport qu'ont rendu les deux éminents collègues et chefs d'entreprise. Et donc, voilà, je vous proposerai de nous en tenir au rapport Sirugue, rien qu'au rapport, et donc de ne pas faire apparaître cette notion de métier qui, encore une fois, peut stigmatiser certains métiers. Merci, Monsieur Lemoine. 184, Monsieur le Ministre. C'est pas grave. Et là, je présente l'amendement du gouvernement. J'interviendrai après sur les autres. On est bien d'accord. On est bien d'accord. L'amendement donc que je présente vise à rétablir la rédaction, parce que je voulais répondre avant, mais donc la rédaction de cet alinéa qui permet à des référentiels professionnels de branche homologués, là-dessus il n'y a pas de difficulté, de déterminer alors des métiers, des postes de travail ou des situations de travail exposées à la pénibilité. Je dois dire que ce qui a été voté à l'Assemblée nationale dans la foulée des conclusions de la mission UO Sirugue, Virville d'ailleurs je ne l'oublierai pas, c'était la possibilité d'élaborer
par des référentiels professionnels de branche, c'était considéré, c'est considéré comme une avancée importante. C'était attendu par les entreprises notamment, et aussi par les organisations qui voulaient que ça s'applique. Donc, il faut que les déclarations des employeurs soient sécurisées pour rendre le dispositif pleinement applicable, ce qui est la condition indispensable pour garantir les droits des salariés concernés. Donc, la situation financière du fonds est évidemment un point de vigilance majeur, et donc elle ne peut pas être un critère d'homologation des référentiels par les pouvoirs publics. Donc, ça reviendrait à priver de l'utilité des référentiels certaines branches et donc à fragiliser d'une certaine manière les droits des salariés couverts. Mais j'aurai l'occasion de répondre plus précisément à l'amendement que vous avez développé. Monsieur le ministre, Monsieur Canevet pour le 22 et le 23, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Concernant le 22, il s'agit de considérer que l'ouverture d'une négociation au niveau de la branche ne doit pas être un préalable à l'ouverture de la possibilité pour l'organisation professionnelle de branche de définir unilatéralement les postes et situations de travail concernés. Donc, ça, c'est le 22. Et le 23, c'est un amendement qui vise à préciser plus clairement la possibilité laissée aux accords ou aux référentiels d'introduire des dérogations et non seulement des modulations par rapport aux définitions et donc au seuil de pénibilité de droit commun. Merci, Monsieur Canevet. Le 109, Madame Brick, Madame Emery-Dumas, vous faites le 109 et le 110 ? Oui, Madame la Présidente, et compte tenu de l'exposé qu'a fait Monsieur le Ministre pour l'amendement du gouvernement, nous allons retirer nos deux amendements 109 et 110. Très bien, je vous remercie, ma chère collègue. Avis de la Commission sur le 21 rectifié, tout d'abord, de Monsieur Canevet, Madame le rapporteur, et le 293 rectifié, puisqu'ils sont identiques. Sur l'article, l'amendement 21 rectifié. L'actuel article du Code du travail indique que les accords collectifs de branche étendus peuvent caractériser l'exposition des travailleurs à des facteurs de risque professionnel à travers des situations types, faisant notamment référence à des postes occupés par les salariés. L'article 19 ter, issu de l'amendement du gouvernement, complète cet article en ajoutant au poste les métiers et les situations de travail. Donc on a trois notions, le poste, le métier, la situation de travail, qui sont reprises par coordination pour les référentiels élaborés unilatéralement par les organisations d'employeurs de branche. La crainte de certaines organisations patronales est que la référence au métier aboutisse à octroyer des points par principe et sans discernement à des catégories entières de salariés qui exercent le même métier. Votre commission partage cette crainte. Elle a souhaité d'ailleurs et voté que l'homologation de ces référentiels par les ministères concernés n'entraîne pas de dérive dans les dépenses des fonds chargés de financer ce dispositif. Et c'est une réelle inquiétude, y compris des partenaires sociaux. Donc, sur la question technique soulevée par l'amendement 21, je demande l'avis du gouvernement, y compris sur le 286, qui est identique, qui a été présenté dans la foulée. Vous voulez l'avis sur le 184, Madame oui, la le Présidente? 22 rectifié, le 23. Il est forcément défavorable parce qu'il revient au texte de l'Assemblée, mais pire encore, il supprime ce que nous avons souhaité introduire à la Commission des affaires sociales, c'est-à-dire la soutenabilité financière, le deuxième volet, qui paraît très important et qui paraît très important pas seulement à la Commission des affaires sociales au Sénat, pour ne pas que l'on crée de nouveaux régimes spéciaux. Donc, avis défavorable. Merci. Et le 22, s'il vous plaît. Le 22, je souhaite l'avis du gouvernement. Je comprends l'intention de l'auteur de l'amendement. Je crois que ces préoccupations pourraient être satisfaites dans les faits parce que le projet de loi ne donne pas de date butoir pour l'accord de branche étendu. Les organisations patronales pourront donc entamer des négociations
et si elle constate qu'elles sont trop longues, reprendre en main l'élaboration unilatérale du référentiel, mais je demande quand même l'avis du gouvernement sur cette analyse. Le 23 rectifié, Madame la rapporteure. Le 23 rectifié. Alors par contre là, M. Canevet, c'est un avis défavorable, car il autoriserait des référentiels de branche à déroger sans limite au seuil d'exposition à des facteurs de pénibilité définis par voie réglementaire. Ces dérogations ne sont pas encadrées et aboutiraient à supprimer l'idée même du compte pénibilité avec des règles fixées à la carte. Je suis défavorable au 23. La commission est défavorable au 23. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement sur le 21 rectifié, le 286 rectifié terre. Identique. Sur ces deux amendements que vous venez d'évoquer, Madame la Présidente, le 21 et le 286, qui sont d'ailleurs identiques, je le redis, l'objectif principal, c'est de rendre le dispositif du compte personnel de prévention de la pénibilité effectif, un enjeu de justice sociale. Inutile que je rappelle que l'espérance de vie est fortement différente suivant le métier que vous exercez, l'espérance de vie dans la profession, mais aussi l'espérance de vie tout court, que simplifier le compte pénibilité que vous nous avez laissé avec sa complexité, pas vous directement, bien évidemment, mais précédent ministre, et sécuriser sa mise en œuvre, c'est le rendre applicable pour 3 millions de salariés concernés. Pour cela, et ça a été vu avec les partenaires sociaux, préalablement même à l'annonce, je l'ai fait, je les ai rencontrés, il faut donner toute latitude aux branches pour pouvoir travailler de la manière la plus pertinente possible en fonction de leur activité. Et ce n'est pas vous qui me contredirez, en effet, qui mieux que les branches est à même d'identifier les expositions à la pénibilité, même si on peut regretter cette formulation telle qu'elle est ainsi faite, dans le langage propre à la branche en fonction de l'activité exercée. La rédaction a été faite en accord avec le rapporteur. Je ne pense pas qu'il soit, j'ai bien en tête, je ne pense pas qu'il soit schizophrène. Donc le rapporteur Sirugue, qui après avoir travaillé avec nous, a considéré qu'il fallait croiser l'analyse en termes de métier, ça a été dit, de poste de travail ou de situation de travail. Il faut que les branches puissent apprécier l'exposition de la façon la plus pertinente possible, sans qu'un seul niveau d'analyse leur soit imposé. C'est pourquoi il faut garder l'expression des métiers exposés. Métiers, situation de travail. Et donc c'est à la demande des organisations syndicales elles-mêmes. Je répondrai à la partie financière ensuite. Mais voilà pourquoi je ne peux pas être favorable à cela, parce que si vous enlevez la notion de métier, vous enlevez aux branches la possibilité de définir même ce qui allait faire le cœur de la reconnaissance de la pénibilité pour les salariés. Donc avis défavorable sur ces deux amendements. 22 rectifié, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Le 22 rectifié. Je continue, très bien, Madame la Présidente. Je continue en disant le 22 rectifié, je pense qu'il est satisfait, parce qu'effectivement, le texte actuel, je lis bien la formulation de l'amendement, le texte actuel n'impose pas aux branches d'ouvrir une négociation avant de pouvoir élaborer un référentiel. Et donc, je pense que c'était le sens de votre amendement. Le fait de permettre à des référentiels de branches homologués de déterminer l'exposition à certains facteurs de pénibilité, vous ne le contestez pas, constitue une avancée majeure en termes de simplification du dispositif du compte de pénibilité et surtout de sécurisation pour les employeurs et pour les salariés. Donc on a supprimé la fiche individuelle d'entreprise, de suivi, qui était journalière. Je le rappelle quand même au début, je ne sais pas si on voit ce que ça veut dire, parce que tout à l'heure il y avait eu une ode incroyable à la petite entreprise. C'était touchant. C'était touchant. Mais quand je regarde quand même la complexité que vous aviez laissée pour les petites entreprises préalablement, donc là, moi, je suis très heureux d'avoir pu résoudre dans le facteur de simplification et de mise en œuvre quelque chose qui était d'une extrême complexité. Et je pense qu'il faut garder les trois positions que j'ai évoquées, les métiers, les situations de travail et les postes. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'amendement 22, je pense qu'il est satisfait. Je vous demande de retirer. 23 rectifié, Monsieur le ministre. Rectifié. Alors, le 23 rectifié,
c'est la possibilité d'ouvrir la possibilité aux accords ou aux référentiels de déroger au seuil réglementaire de pénibilité. Bon, là, il y a une simplification, personne ne le conteste. Donc, ces référentiels, ils permettent de passer, je le rappelle, d'une approche qui était individuelle de l'exposition des salariés à une approche collective. La branche définira, je le redis, les postes, les situations de travail ou les métiers qui sont exposés au-delà des seuils définis par décret. L'employeur pourra utiliser ces référentiels pour déclarer une fois l'exposition de ses salariés de façon tout à fait sécurisée. En revanche, oui, une fois par an. En revanche, permettre aux branches de déroger au seuil, c'est ce que vous souhaitez, je le redis, dans les référentiels. Donc, permettre aux branches de déroger au seuil dans les référentiels serait une atteinte à l'égalité entre les salariés. Donc cela pourrait conduire à ce que les salariés qui ont la même situation de travail dans des branches différentes, ça peut exister, vous le savez, soient pour l'un reconnus comme exposés et pour l'autre non. Ça irait à l'encontre, je crois, de la philosophie même de ce dispositif, qui est un dispositif de justice sociale et qui veut que chaque salarié dans une situation de travail identique, même si ce n'est pas dans la même branche, ait la même considération en matière de pénibilité. Donc l'avis est défavorable sur celui-là, c'est le 23. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix ces différents amendements. Donc le 21 rectifié 286. La Présidente. Pardon. Vous permettez, Madame la Présidente ? Je vous en prie. Parce que je n'ai pas répondu, on s'interpelle comme cela sur les bancs, ne nous en voulez pas. Je n'ai pas répondu au problème financier qui était évoqué. Enfin, je l'avais abordé rapidement, Madame la rapporteure, tout à l'heure, parce que là, c'est un problème qui est pris en compte. On ne va pas, évidemment, ne pas considérer cet aspect financier. Je crois savoir que c'est la même organisation patronale, là c'est les grandes entreprises qui se préoccupent de cela. Et ce n'est pas les petites entreprises, c'est les grandes entreprises. Donc là on est à front renversé par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure. Je vois que ça vous préoccupe cette fois-ci la position du MEDEF. Moi là je vais me référer à la position des petites entreprises. Je suis très heureux que ces dispositions que nous introduisons rendent satisfaction je les cite, à la CGPME, à l'UPA, à la CAPEB, à tous ceux qui sont à toutes celles qui sont des petites entreprises. Là, pour une fois, le MEDEF, eh bien, il sait très bien qu'on trouvera l'équilibre financier. Il se préoccupe de cela. C'est un horizon de 20 ans, mais il est normal de s'en préoccuper. Ça ne transformera pas les choses. On n'est pas dans des régimes spéciaux. On créerait des régimes spéciaux s'il n'y avait pas ce référentiel de branche, ce renvoi à la branche, à des situations de travail, à des postes de travail, et si c'était uniquement tous les métiers qui étaient considérés. Tel n'est pas le cas. Donc je voulais en même temps vous rassurer, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets aux voix donc le 21 rectifié, le 286 rectifié terre, avec un défavorable du gouvernement qui est pour, pardon, et un avis du gouvernement de la Commission. Qui est pour? Alors, levez bien la main, s'il vous plaît. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Qui est contre? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ils sont adoptés. Le 22 rectifié avec... il tombe. Le 184 du gouvernement, il tombe aussi. Et le 23 rectifié, il ne tombe pas. Avec 2 avis, il est retiré. Le 24 rectifié, Monsieur Canevet. Monsieur Cadic. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Le présent amendement propose qu'un employeur qui applique le référentiel de branche tel que proposé par cet article soit présumé de bonne foi. Il s'agit par cet amendement de sécuriser juridiquement la situation des employeurs qui auraient choisi d'appliquer le référentiel de branche qui sera homologué par un arrêté